à tous, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Voyons les titres. 1160 logements sortiront de terre dans 24 mois à Akupé-Zedji. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé ce lundi à la pose de la première pierre. Des logements de 3 et 4 pièces de type R+9 construits sur 10 hectares. L'État veut faire face à la crise du logement, notamment dans les zones urbaines. Plus de 500 enfants retirés des rues d'Abidjan. La ministre Nassene Batouré a effectué une visite terrain à Yopougon et à Tekoubé pour s'enquérir de leurs nouvelles conditions de vie. Visite qui s'inscrit dans le cadre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, avec pour effet la réinsertion familiale et socio-professionnelle. Et puis le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu au Mali pour la première fois depuis la victoire de son parti à la présidentielle en mars 2024. Il invite les autorités maliennes à réintégrer la CEDEAO. Pour rendre justement chez le voisin malien, prenons la direction d'Akupé-Zedji. Le Premier ministre a procédé ce lundi à la pose de la première pierre d'un programme immobilier. Il s'agit de 1160 logements de type R+9 pour répondre à la crise du logement en zone urbaine. On voit cela avec Abdoulaye Koné. Face aux résultats mitigés obtenus ces dernières années sur la question de l'immobilier, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de reprendre le contrôle du secteur pour soulager la population. Nous invitons la population à croire à la politique du président de la République, à faire confiance au président de la République parce que ça fait partie de ses priorités. Si ça se réalise, nous ne ferons que lui dire merci et puis l'encourager dans sa démarche. Quelques instants plus tôt, le mot de bienvenue a été dit par le maire de la commune d'Anyama. Cet important programme, si cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, traduit sa grande vision d'un pays où chaque citoyen a droit à un logement décent. Sur le projet, la Banque ouest-africaine de développement a décidé d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement ivoirien a lancé un programme d'urgence de construction de 4300 logements à caractère social et économique. La BOAD, votre banque de développement, s'est engagée à accompagner la Côte d'Ivoire pour la promotion et le développement de l'habitat social, et ce conformément à son plan stratégique 2021-2025. Le financement du dit projet par la BOAD est visualisé en 4 phases. Il porte le montant total des concours de la banque à 1885,8 milliards de francs CFA au 30 juin 2024, dont 152,8 milliards pour le secteur de l'immobilier et de l'habitat, soit environ 8% du total des engagements de la banque en République de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme justifie le choix du site d'Akupé-Zedji. Le choix porté sur ce site d'Akupé-Zedji s'inscrit dans une vision globale de mixité fonctionnelle de l'espace urbain qui contribuera à renforcer l'attractivité de cette zone en créant un environnement de vie plus complet et plus harmonieux. Ce seront des immeubles de type R+9 avec 4 appartements par palier, dont 2 de type F3, c'est-à-dire 2 chambres et 1 séjour, et 2 de type F4. Le site abritera, outre les logements, plusieurs infrastructures socio-économiques, telles que des écoles, des centres de santé, des lieux de culte, des aires de jeu et des terrains de sport. Nous invitons d'avance les futurs habitants à préserver ces espaces communs, de sorte à maintenir la qualité de vie ici. Parce que nous souhaitons assurer à ces futurs résidents, justement, un cadre de vie agréable, sécurisé et confortable. Le Premier ministre a rappelé les facteurs qui ont poussé le gouvernement à mener les actions de ce jour. Pour comprendre cette situation, il convient de partir de 3 constats. Le premier constat, c'est que tous les Ivoiriens n'ont pas accès au crédit bancaire et beaucoup ne souhaitent pas s'endetter pour acquérir leur logement. Le deuxième constat, il existe un profond désir chez les Ivoiriens de posséder une maison qu'ils pourront léguer à leurs enfants, assurant ainsi une sécurité
générationnel. Le troisième constat, chacun aspire à vivre dans un environnement sain, un environnement agréable, un environnement sécurisé, à l'abri des inondations et des autres désagréments. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé instamment au gouvernement de rechercher les solutions les plus adaptées. Ces nouvelles mesures s'accompagneront d'un processus de sélection rigoureux et transparent pour l'attribution des logements avec des critères stricts pour que ces logements bénéficient effectivement à ceux qui en ont réellement besoin, en veillant à l'équité et à la justice. Par ailleurs, toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ces programmes. Nos frères et amis journalistes, les propriétaires des minicars, les commerçants, les mécaniciens, les artisans, les enseignants, les policiers, les gendarmes. Ce programme est pour tous et pour chacun. Pour asseoir un programme robuste de location-vente et de location simple, les taux d'intérêt sont autour de 2,5% et les durées de remboursement vont jusqu'à 25 ans. L'objectif que nous visons est très clair, c'est de faire en sorte que le loyer payé par mois ne dépasse pas 30% du revenu. Rappelons que dans le cadre du programme présidentiel de logement économique et social, 25 000 habitations sont prévues pour soulager les populations à faible revenu. Et on reste avec Abdoulaye Koné pour parler cette fois politique, avec en ligne de mire la présidentielle 2025. Les différentes instances du RHDP se mobilisent. Les militants de Songon ont rencontré l'un des vice-présidents du parti avec Robert Begré-Mambé. Les échanges ont porté sur le processus d'enrôlement des nouveaux militants. Le RHDP continue de mobiliser ses troupes dans la commune de Songon. Les militants de base ont abordé avec l'un des vice-présidents du parti le processus d'enrôlement. Cette fois, dans le cadre de la révision de la liste électorale, la direction du parti a mis en place un système qui nous permettra justement de surveiller, de faire le suivi de tout ce qui se fait en termes d'enregistrement des nouveaux militants, c'est-à-dire des primo-votants, ceux-là que nous allons appeler primo-votants. Il s'agit de 4 catégories de militants et sympathisants que nous comptons faire inscrire sur la liste électorale. Il s'agit de personnes nées ivoiriennes en âge de voter, mais qui ne détiennent aucun document administratif. La deuxième catégorie que nous visons à travers cette opération de révision, il s'agit de personnes nées ivoiriennes, aujourd'hui en âge de voter, c'est-à-dire qui ont 18 ans, mais qui détiennent au moins un extrait de date de naissance. La troisième catégorie est constituée de personnes qui détiennent un certificat de nationalité. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont des personnes qui détiennent déjà la carte nationale d'identité. Donc nous avons mis en mission nos différents responsables politiques, les secrétaires de section et le président du comité de base, afin qu'ils procèdent à un maillage du terrain. Ils vont mettre en place des équipes de militants collecteurs qui seront chargés de faire du porte-à-porte dans les différentes sections et comités de base afin de rechercher ces 4 catégories dont je viens de vous parler. Le vice-président du RHDP en a profité pour appeler les militants de base au civisme et à la solidarité. Nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser sur l'esprit dans lequel toute la politique doit être conduite dans cette région qui est en émergence. Nous avons surtout encouragé tous ceux qui réalisent de très bonnes activités d'encadrement dans leurs circonscriptions respectives, en les encourageant à apporter aussi des corrections là où on aura senti qu'il y a des faiblesses. Un délai a été fixé aux néo-militants pour s'inscrire en grand nombre avant la révision du fichier électoral. En bref, en image, la ministre Nasséné Touré a effectué une visite terrain à Yopougon et à Tékoubé pour s'enquérir des nouvelles conditions de vie des enfants en difficulté. L'objectif est de superviser la réinsertion familiale et socio-professionnelle de ces enfants retirés des rues d'Abidjan.
552 enfants ont entamé leur réinsertion dans le cadre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables initié par le président de la République Alassane Ouattara en septembre 2023. Arrêtons-nous à présent sur cette opération de démoustication dans la commune de Marcory, une opération lancée par le Programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national de l'hygiène publique. Jean-Marc Adjadji nous en parle. Bourdonnement aigu et continu de robots volants dans le ciel de la commune de Marcory, dans le district d'Abidjan. C'est dans le quartier d'Aliodan que ces drones pulvérisent des larvicides avec grande précision sur les espaces verts et les cours d'eau. Ces zones sont censées être des foyers de prolifération des moustiques, vecteurs de l'épidémie de la dengue et du paludisme. Ces opérations sont menées conjointement par les services du Programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national de l'hygiène publique. À ce jour, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre plus de 300 cas confirmés de dengue. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche qui est l'utilisation des drones pour atteindre les surfaces qu'on ne peut pas atteindre par la fumigation à travers nos véhicules. Nous avons dans beaucoup de maisons des petites collections d'eau, des piscines usagées, des baignoires usagées, des pneus usagés qui retiennent de l'eau. Et c'est dans ces petites collections d'eau-là qu'on a malheureusement les moustiques qui vont se reproduire et ensuite venir nous piquer et nous donner les différentes maladies, que ce soit le paludisme ou la dengue. Cette campagne de démoustication s'étendra dans toutes les communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le dépistage et la prise en charge des cas de dengue sont gratuits selon les dispositions prises par le gouvernement au vu de la résurgence de cette maladie endémique. Suivons à présent cette remise de certificats de fin de formation. Il s'agit des stagiaires de la 4e promotion de la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Les apprenants ont été formés entre autres en plomberie, menuiserie et maçonnerie. William Kakou, Kader Sogodogo. Après 3 mois d'apprentissage au métier du bâtiment, au 1er bataillon du génie militaire à Boaké, 103 stagiaires de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion reçoivent leur attestation de fin de formation. Issus de la 4e promotion, ces stagiaires déscolarisés pour la plupart ou en conflit avec la loi ont reçu des rudiments en plomberie, maçonnerie, électricité, peinture, carrelage et froid. Une formation, du reste, bien appréciée par ces apprenants. Nous nous engageons à restaurer notre image en étant désormais des exemples et des modèles pour la nation. Chers parents! Chers parents! Les autorités militaires, en véritables formateurs, invitent les stagiaires à mettre en pratique leur acquis. La formation que vous avez reçue vous permet de vous réinsérer désormais dans les tissus social et économiques. Soyez disciplinés et soyez également des modèles. Pour la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, la resocialisation et la réinsertion des jeunes sont plus qu'une priorité pour le Conseil national de sécurité. Ils sont venus du district d'Abidjan, de Boaké, de Korogo, de Mans et de San Pedro. Cette promotion porte à 660 le nombre de nos bénéficiaires que les sapeurs ont formés ici, en vue de leur réinsertion durable dans le tissu économique. Une fois sortis du 1er bataillon du génie, montrez partout que vous avez vraiment rompu avec votre vie passée. C'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier non seulement le ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, mais aussi le chef de corps du 1er bataillon du génie pour leur franche collaboration et leur soutien à la CCSR. Depuis 2016, 3358 enfants en conflit avec la loi ont été resocialisés et réinsérés grâce à la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Une visite du chantier final qui matérialise les acquis des apprenants a mis fin à la cérémonie. Autre volet de l'actualité, 70 filles des lycées et collèges du pays viennent de séjourner dans la cité du Poro. Ce sont les élus du camp d'excellence organisé par la fondation Pathfinder de l'astrophysicien malien à la NASA, Cheikh Modibo. La cérémonie de fin de levée de camp s'est déroulée en présence de Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République. Siekwasi, Jean-Marc Adjadji.
L'objectif de ce camp d'excellence à Korogo, la promotion des métiers scientifiques et la sensibilisation des parents, autant que les enfants, à s'intéresser à ces filières. Les filles, en général, ont peur d'embrasser les sciences. Donc nous les encourageons pour dire qu'elles peuvent percer dans ce domaine et devenir des leaders. Ces 70 élites des classes scientifiques du pays se préparent à aborder la rentrée prochaine. Durant leur séjour dans le Nord, elles ont pu joindre l'utile à l'agréable à travers le renforcement des capacités, les visites guidées, les conférences et la découverte du patrimoine socioculturel sénoufo. L'objectif recherché, c'est rendre visible et inclusive l'éducation scientifique et la technologie au niveau de la Côte d'Ivoire. L'avenir appartient à la science, l'avenir appartient à la technologie. Nous sommes très honorés de les accompagner parce que ces jeunes filles sont des leaders. Nous cherchons des leaders de demain. Pour le président du conseil régional du Poro, le projet Camp d'excellence de la fondation Pathfinder Note mérite le soutien de tous. Demain, notre pays ne prospérera que lorsque nous aurons maîtrisé la science et en particulier les maths. Je vois dans leur visage des leaders et je sais, je suis convaincu que ces filles-là, les 78 qu'elles seront des leaders de demain. Ce camp d'excellence est à sa 3e édition. Pathfinder est une fondation mise au goût du jour par l'astrophysicien malien Cheikh Modibo. C'est un reportage commenté par Franck Quadio. L'industrie extractive dans le district autonome de la vallée du Bandama, au centre d'un échange avec les populations, un cadre dénommé les Jeudis du district. L'initiative du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi vient pour informer les populations sur les activités de promotion des mines et lutter contre l'orpaillage clandestin. C'est ce que nous apprennent Lorgoretti et Sorokorona. La question de l'industrie extractive dans le district autonome de la vallée du Bandama au cœur d'un échange avec la population. Il est question ici de faire le point des avancées dans le secteur, des projets aurifères et d'informer les populations sur les activités de promotion des mines, mais surtout exhorter les orpailleurs à rentrer dans les rangs de la légalité. Dans le district de la vallée du Bandama, nous avons un peu plus d'autorisation, nous avons de nouveaux permis et nous venons d'avoir un permis d'exploitation qui vient d'entrer en production. Nous avons des permis de recherche qui pourront nous donner encore d'autres gisements exploitables. Ces participants se disent satisfaits de la rencontre. Une rencontre qui a été vraiment très bénéfique pour moi parce que j'ai appris beaucoup du point de vue de l'extraction minière en Côte d'Ivoire. On a vu un peu les travaux qui sont faits par les entreprises, par le gouvernement. Ce rendez-vous dénommé les Jeudis du district est une initiative du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi. Pour lui, le thème du jour découle de l'intérêt des populations pour l'extraction de l'or. Nous avons souhaité que les populations de notre district soient informées du potentiel qu'il y a dans notre district en matière de mines et de carrières. Qu'à partir de ce potentiel, nous sachions quelle création de richesse et quelle création d'emplois nous pouvons réussir dans ce domaine des mines et carrières. Après la rencontre de ce jour, rendez-vous le mois prochain avec un autre thème relatif au développement du district autonome de la vallée du Bandama. On part à Oumé, dans la région du Gor, où la directrice exécutive de la Fondation Petrosi, Touré Aya Virginie, a offert du matériel et des fournitures de bureaux à la préfecture et les sous-préfectures du département afin de soutenir les services de l'administration dans leurs tâches quotidiennes. Dogadougui Aïpé Gagnoa, Mama Traoré pour le commentaire. Soutien en équipement de climatisation, de matériel bureautique et informatique. Cette initiative, portée par Touré Aya Virginie, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel et cadre de la région du Gor, vise à rendre l'administration préfectorale plus dynamique et efficace dans le département d'Oumé. En agissant ainsi, Virginie Touré veut améliorer la qualité du service rendu au public par ses fonctionnaires. Je pense que c'est vraiment une obligation morale que je remplis. Et avec votre soutien, je pense qu'on pourra continuer à faire toujours de bonnes choses. Outre la préfecture d'Oumé et sa sous-préfecture centrale sont aussi bénéficiaires de ces dons les 3 sous-préfectures du département,
que sont Diego Nefla, Guepawo et Tonla. C'est une manière de montrer aux autres cadres qu'il faut soutenir l'administration, qu'il faut soutenir les populations. En plus d'améliorer les conditions de travail des membres du corps préfectoral, la vice-présidente du CESEC juge utile de les motiver davantage en remettant des présents à leurs épouses ainsi qu'aux administrateurs civils féminins, mais aussi à tous les directeurs et chefs de service exerçant dans le département. Les victimes d'accidents de la voie publique ont une porte à frapper à Bondoukou avec l'ouverture officielle du bureau du Fonds de garantie automobile au centre hospitalier régional. Ce bureau a été inauguré par Niali Kaba, ministre de l'économie. On voit cela avec Khalil Diomandé. Le Fonds de garantie automobile déploie ses services au CHR de Bondoukou. Le nouveau bureau inauguré vient combler une lacune, celle de l'assurance de la couverture des frais médicaux des victimes d'accidents de la route. Car pour le premier semestre 2024, 604 accidentés de la voie publique ont été traités au CHR de Bondoukou. Mais seulement 4 d'entre eux ont bénéficié d'une prise en charge par assurance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'expansion des activités du Fonds de garantie automobile sur l'ensemble du territoire. Tous les districts sanitaires seront couverts. Mais il se trouve que nous avions le critère premier du choix, c'est le niveau d'accident dans la zone qui motive ou qui guide notre installation. L'arrivée du Fonds de garantie automobile à Bondoukou constitue une avancée notable dans la gestion des accidents de la route et permettra de réduire les inégalités d'accès aux soins, selon Niali Kaba, la ministre de l'économie, du plan et du développement. Les accidents de la circulation sont légion en Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports et les autorités s'emploient à conscientiser tout le monde. Les victimes d'accidents de la circulation doivent pouvoir être prises en charge avec rapidité. C'est le rôle du Fonds de garantie automobile. Aujourd'hui, Bondoukou a un bureau rapproché qui peut être saisi immédiatement lorsqu'il y a des cas d'accident sur place. Et c'est vraiment une grosse avancée pour la population, pour son bien-être, pour la prise en charge donc, des victimes d'accidents de la circulation et je voudrais m'en réjouir. Le bureau du Fonds de garantie automobile de Bondoukou constitue le 6e du genre ouvert à l'intérieur du pays. Après Bondoukou, ce sera au tour de Dimbokro en octobre 2024. Retour sur l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs manifestations se sont déroulées à l'intérieur du pays. Faisons un tour en images. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré avec toutes les couches sociales de tout le Pleu, région du Cavali. Le préfet du département, Bini Kofi Etienne, a exhorté les populations à la cohésion et au vivre ensemble. Je suis confiant pour l'avenir, car à l'instar de l'Ivoirien nouveau, je crois à une Côte d'Ivoire plus unie, plus forte, plus solidaire et plus prospère. Ont aussi meublé l'an 64 de la Côte d'Ivoire à tout le Pleu des défilés militaires. Passage en revue des troupes, exécution de l'hymne national. C'est sur ces notes que la localité de Blapleu, département de Biankouma, région du Tonpi, a marqué les festivités marquant le 64e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Komoé Amala a exhorté les populations au pardon, à l'amour et au vivre ensemble. Il a ailleurs mis en lumière les grandes actions du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région. Ce 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Blapleu a été meublé par des défilés. Des troupes passées en revue et l'hymne national, c'est sur ces notes que la ville de Sanguiné, région du Tonpi, marque les 64 années de l'indépendance du pays. Le sous-préfet Ané Ngouan Alphonse insiste quant à lui sur les actions du gouvernement en faveur de la région. Tous, vous avez bénéficié parmi les plus indigents des filières socio-productives. Il y a également le programme social, le PS-Gouv du gouvernement, où des jeunes gens, à travers le PSG, c'est-à-dire le programme jeunesse du gouvernement, sont insérés dans la vie socio-économique. Le représentant du chef de l'État a exhorté les populations à l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Quoi, chef-lieu de sous-préfecture, n'est pas resté en marge de la célébration des 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet, dans son discours, a relevé les actions du président de la République dans la région. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les nombreux efforts faits par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara,
pour hisser notre pays au rang des grandes nations. Au nom de ces faits, nous pouvons citer entre autres la normalisation institutionnelle qui est maintenant effective dans notre pays. Les défilés ont marqué la fin de la cérémonie. Les festivités marquant le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Niablé se sont déroulées à Abro-Namoué, localité située à une dizaine de kilomètres de Niablé, le chef-lieu de sous-préfecture. Après les honneurs militaires, le sous-préfet de Niablé, Kogis Assi, a salué la bravoure des acteurs du monde rural, ceux-là même qui approvisionnent les différents marchés en denrées alimentaires. Elle a en outre invité les parents à s'impliquer davantage dans l'encadrement de leurs enfants afin d'améliorer les résultats scolaires de fin d'année. Les populations de la sous-préfecture de Yaoundé dans le département de Bongouanou se sont retrouvées dans le village de Bénéné pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'occasion de cette célébration était bien choisie pour Soraya Yoboué, sous-préfet de Yaoundé, d'exhorter ses administrés à plus d'engagement pour renforcer la cohésion et la solidarité dans la localité. Le traditionnel défilé des forces vives de la sous-préfecture et des sketchs ont meublé cette célébration. Célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le village de Niato. Le sous-préfet de Grabo, Jean-Noël Gueven, a exhorté les populations à la patience. La nationale A7 va être bitumée d'ici peu pour désenclaver Grabo, avant d'inviter les chefs traditionnels et chefs coutumiers au respect de la nouvelle loi sur l'attestation des droits d'usage coutumiers, qui d'ailleurs leur est bénéfique. À Doba, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer la fête de l'indépendance de notre pays autour du sous-préfet Nchouakissi, qui a profité de l'occasion pour énumérer les acquis en matière de développement. Le sous-préfet Nchouakissi a insisté sur la pratique de l'agroforesterie. Le sous-préfet de Doba a relevé beaucoup de projets de développement prévus pour la sous-préfecture, entre autres l'achèvement des travaux de construction sur le fleuve Go et le reprofilage des routes villageoises. Le village de Tarara, sous-préfecture de Koulia dans le département de Kaniasso, abritait la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le discours du sous-préfet Alain Dago a tourné autour du développement local, de la cohésion et du vivre ensemble entre les filles et fils du Koulia. Les forces de défense et de sécurité, les forces vives de la localité ont clôturé la fête de l'indépendance par un défilé. Voyons les célébrations dans d'autres villes de l'intérieur du pays, notamment Yao-Bilekro, Séguélan ou encore Conakry. Bienvenue à Yao-Bilekro, sous-préfecture de Boya dans l'Est ivoirien. Ici, les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire commencent tôt le matin par les activités ménagères. Sur la place principale, le costume reflétant les valeurs traditionnelles et les références coloniales sont de sortie. Et face aux autorités coutumières et administratives, les forces vives et les différentes franges de la population expriment leur désir d'œuvrer en synergie pour le développement harmonieux de la localité. Tout Ivoirien sincère et honnête peut se réjouir de l'immense travail réalisé année après année. L'an 64, c'est aussi se démarquer de façon citoyenne. Un planting d'arbres a clos la célébration. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a également été célébré à Sinanvessou, une localité située dans la sous-préfecture de Brobo. Élus cadres et chefs traditionnels étaient aux côtés du sous-préfet Ekouna Antoine pour marquer l'événement. Dans son adresse à ses administrés, le sous-préfet a invité les populations à toujours œuvrer pour la paix et le vivre ensemble à l'approche de l'année électorale. Les autres, les jeunes, à se départir de leur paillage illégal et saluent les femmes. À l'instar de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, la fête de l'indépendance a été commémorée à Farakoro, dans le département de Séguélon, sous le thème « Jeunesse, quelle responsabilité pour notre développement, enjeux et perspectives ». Après les honneurs militaires et l'hymne national, le préfet du département de Séguélon, Guy Norbert Boablé, s'est adressé à sa population. Jeunesse séguélonka, œuvrons pour la concorde afin de consolider notre bien commun à tous, c'est-à-dire Séguélon. À travers la concertation de nos actions, sans violence. Cette célébration a été marquée par un défilé des forces de défense et de sécurité et des différentes organisations communautaires.
Célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Kongasso, dans le département de Kounaïri, région du Béré. C'est l'esplanade du foyer polyvalent à la Cabo qui abrite la cérémonie. Dans son discours, Moussa Kone, sous-préfet de Kongasso, a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour le projet de développement en faveur de la localité. Il a par ailleurs invité les populations à s'apprêter pour la révision de la liste électorale qui sera bientôt lancée. Ils doivent aussi maintenir le climat de paix et de cohésion sociale qui existe actuellement. L'esplanade Alassane Ouattara de Silimatiali, lieu choisi pour la célébration de la fête de l'indépendance de 2024. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs nationales, le préfet de Silimatiali, Gilbert Gueux, a, dans son adresse, mis en lumière les réalisations du président de la République Alassane Ouattara à travers tout le pays et particulièrement dans le département de Silimatiali. Gilbert Gueux a également exhorté les populations à l'esprit civique en s'engageant auprès des forces de défense et de sécurité. Le département de Kounaïri fête l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est l'esplanade de la préfecture de Kounaïri qui accueille les festivités marquant l'événement. Revue des troupes, salut aux couleurs et défilé des forces de défense et de sécurité ont meublé le programme de la célébration. Le préfet du département de Kounaïri, Mamadou Koulibaly, appelle ses administrés à garder le cap de la paix pour une Côte d'Ivoire solidaire et forte. Veille de la célébration, les populations ont eu droit à un tournoi de football et un concerto qui les ont égayés. Et nous on termine en bref et en image. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu au Mali pour la première fois depuis la victoire de son parti à la présidentielle en mars 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques du Sénégal pour persuader le Mali, gouverné par une junte militaire, de réintégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali est le premier partenaire commercial du Sénégal au sein des pays de la CEDEAO. Les exportations sénégalaises vers son voisin se sont élevées à environ 402 milliards de francs CFA en 2022. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.